La solution, c'est vraiment que la personne se sente en sécurité et en liberté et qu'elle ne subisse pas la séance face à une autorité. Tout le milieu professionnel va devoir au moins se poser la question. Et je dis pas Mm. que tout le monde doit être dans ce positionnement-là, hein. Je dis que tout le monde, dans l'idéal, au moins devrait savoir ce que ça veut dire. Et que se dire, ok, moi je suis privilégiée, j'ai pas envie de m'intéresser à tout ça, j'ai pas le temps, ça m'ennuie, ta. Et ben, si tu as un ou une cliente qui ne rentre pas dans les cases de la normalité blanche friquée, ne la prends pas. Réoriente. Bonjour et bienvenue sur le podcast Thérapie et Entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille Marie-Liselle qui va nous parler pendant au moins 1h10, 1h20 de son parcours et également de l'hypnose inclusive, comment elle le définit, qu'est-ce que c'est que l'inclusivité dans l'hypnose, où est-ce qu'on a des moments oppressifs, avec quel type de comportement, comme des ancrages sans demander la permission par exemple de toucher. On va aussi parler de l'importance de s'informer sur ces sujets-là pour être le plus inclusif possible, du consentement, de sa méthode REVA. C'est un sujet qui, moi, me tenait à cœur, puisque je trouve que c'est un sujet qui est très peu abordé actuellement dans l'accompagnement. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, l'inclusivité, le consentement en général dans la société. C'est vrai que dans l'accompagnement, on n'en parle pas encore beaucoup. Et c'est un sujet, quand on en parle, qui peut être rapidement moqué, qui peut être rapidement oh, il nous saoule cela, les woke, machin patin. Et c'est dommage parce que c'est un peu jeter le bébé avec l'eau du bain, alors qu'il y a vraiment beaucoup de choses à prendre et beaucoup de choses à apprendre. Je laisse écouter Marie et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie et merci beaucoup de te prêter au jeu du podcast aujourd'hui. Bonjour Anna et merci de m'avoir invitée. Alors Marie, toi t'es hypno depuis déjà pas mal de temps, de ce que je regardais sur ton site. Mhm. T'as commencé, il me semble, les formations en 2013 ou 2014. À l'Arche, oui. Et comment t'en es arrivée là? Comment j'en suis arrivée à me former, tu veux dire? Ouais, à faire de l'hypnose, à accompagner les gens. D'accord, je vais faire court parce que l'histoire est longue. Vas-y. Donc, j'étais en psychanalyse quand j'avais dans la vingtaine. Donc, j'ai fait 7 ans de psychanalyse freudienne orthodoxe, 3 fois par semaine, la grosse Bertha. J'en avais besoin parce que j'ai eu vraiment des très gros traumas. Et ça m'a rendu somnambule. Donc, Ok. tu sais, quand on travaille sur les rêves de façon hyper intense, moi, je suis déjà une personne très onirique à la base, mais avec cet entraînement-là, donc, mes rêves se sont développés au point de me faire devenir somnambule, ce qui était assez dangereux puisque j'arrivais à sortir de la maison. Et ma psychanalyste, comme toute bonne freudienne orthodoxe, m'a dit, c'est le travail, il faut laisser faire. Je dis, bah oui, laisser faire, mais enfin, moi, je me retrouve quand même en culotte sur la rue, quoi. Et donc, je suis allée voir le mari d'une de mes amies il est toujours pédopsychiatre hypno. Mhm. Il a bien accepté de me recevoir pour 3 séances, mais pas plus parce que bon, j'étais déjà plus une enfant et puis il était overbooké. Et donc, en 3 séances, on a géré complètement le somnambulisme. Ça s'est arrêté. Idem pour les cauchemars que j'appelais des cauchemars corporels, puisque je bougeais, voilà, j'avais des hallucinations. Et ça a été terminé. Donc ça a été assez miraculeux quand même. Je me suis dit que c'était une méthode qui était super intéressante et que j'allais y retourner. Donc j'ai attendu la fin de ma psychanalyse, c'est-à-dire quand même assez longtemps, donc 7 ans, pour, pour retourner sur les sites et voir, tiens, est-ce qu'il y a des hypno-dispo dans la région où j'étais à l'époque, en Belgique. Mais c'était pas encore très développé, hein. Donc là, je parle d'il y a 25 ans. Il y avait très peu d'hypno et les hypnos que j'ai trouvés ne m'ont vraiment pas convenu. C'était de l'hypnose très dirigiste, un peu maladroite aussi, hein, je m'en rends compte a posteriori. Et donc, ça m'a pas convenu. J'ai rué dans les brancards, j'y suis pas arrivée. J'en ai fait 3. Et puis, je me suis dit, bon, bah, tant pis, c'est que j'ai eu un coup de chance ou que c'était le moment. Ensuite, dans la radio, j'ai fait un rêve éveillé qui m'a beaucoup plu et que j'ai présenté à mon producteur en disant, voilà, je veux mettre ce rêve en ondes. C'est ma prochaine création radio. Ce sera un 45 minutes. J'écris mon dossier. Enfin, j'étais tout feu, tout flamme. Il m'a dit, hop, 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 il faut trouver un moyen que ce ne soit pas seulement un récit, mais que ce soit un peu plus fort que ça. Est-ce que tu pourrais pas le faire vivre aux gens? Et là, je me suis souvenue de l'hypnose. Et donc, je me suis tournée vers Internet pour essayer de trouver un ou une hypno qui pourrait m'aider.
Et figure-toi que je suis rentrée dans le groupe hypnose. À l'époque, c'était plus facile pour les non-hypnos d'y rentrer. J'ai mis une petite annonce et Antoine Garnier a répondu. Donc, on a passé un peu de temps à discuter, à faire des expérimentations, et puis il a nouveau été occupé. Et donc, voilà, j'ai dû chercher quelqu'un d'autre pour poursuivre l'aventure. Je suis tombée sur l'Institut Nouvelle Hypnose de Bruxelles. Mhm. J'ai suivi les cours d'Éric Merlot pendant 1 an et demi. Après, on a clashé. Et voilà, je suis partie et j'ai cherché pour continuer et j'ai trouvé l'Arche. Et je suis arrivée à l'Arche à Paris où j'ai terminé, enfin où j'ai repris la formation depuis le début, que j'ai fait 2 fois avec tous les retours, et le cycle 1, 2, 3, jusqu'au maître Pratt. Et pendant tout ce temps-là, je disais non, je suis artiste et je travaille l'hypnose pour la création. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que l'accompagnement, bah, c'était aussi passionnant en fait que la création et que c'était comme de la création privée en fait. Donc je me retrouvais dans des univers extraordinaires et je prenais beaucoup de plaisir aussi à aider dans le sens à accompagner des personnes à sortir de leurs troubles. Euh, voilà. En comptant aussi que bah, moi j'ai connu énormément de problèmes quand j'étais petite, hein, donc j'ai dû résoudre, Mhm. j'ai dû intégrer plutôt, parce que c'est plus une intégration qu'une résolution pour moi, la problématique traumatique. Pas mal de choses, je suis en thérapie depuis plus de 30 ans là, et donc bah, comme par hasard, hein, comme par synchronicité, je reçois beaucoup de personnes qui sont pluritraumatisées aussi de viols, d'inceste et ainsi de suite. Ok. Donc voilà, les deux se sont rejoints et je n'ai pas abandonné la création hypnotique puisque j'en fais toujours moi-même. Je suis accompagnatrice de projets hypnotiques. Le dernier qui est sorti est une pièce de théâtre, Seuil, qui travaille sur l'hypnagogie, donc que j'ai accompagné sur plateau. Puis il y en a d'autres, hein. J'ai des cinéastes, des scénaristes, une poétesse, une romancière, une musicienne. Enfin voilà, je ne vais pas te les citer tous. Et vous faites de la Euh, création sous hypnose, c'est ça? oui, ou bien je leur transmets des outils pour travailler sur leur hypnose D'accord. à la maison, je veux dire sans moi. Mhm. Ou bien on travaille en direct avec l'hypnose et la création, ou bien je travaille moi avec une équipe, comme j'ai fait par exemple pour Seuil. Bah, il y avait tous les performeurs, metteurs en scène, œil extérieur, assistants. Enfin, on était, je dirais, une quinzaine sur le plateau. Et là, moi, j'ai donné 2 jours de workshop. J'avais Ok. déjà fait ça plusieurs fois pour des créations théâtrales et j'adore ça en fait. Être sur le Mhm. plateau et jouer avec la demande du metteur en scène ou de la metteuse en scène qui me donne des intérêts spécifiques par rapport à, voilà, j'aimerais bien arriver à faire ça et moi je propose des exercices pour y arriver. Par exemple, pour Seuil, on a beaucoup travaillé sur l'espace transitionnel. Quand je joue avec un objet, ça ne devient plus seulement un objet, c'est une porte vers un autre monde. Ça devient une prolongation de moi. Enfin voilà, je travaille avec l'objet transitionnel, avec le rituel, avec l'objet hypnotique, avec le rêve. Je mixe plein de méthodes différentes pour que la création prenne une autre dimension. Ok. Tu dois avoir des milieux de travail hyper variés du coup. Ben oui, de la scène, en passant par le cinéma, en allant vers la résolution, intégration de traumas lourds. Beaucoup de personnes aussi qui viennent chez moi parce que faisant partie de minorités. Mhm. Minorités, voilà, j'ai beaucoup de personnes qui sont en questionnement de genre, par exemple, non valides, TDS. Voilà, donc oui, c'est assez vaste, je dirais. Ok. Et puis bon, il y a le travail avec les chevaux aussi, avec la nature. Donc il y a vraiment beaucoup. Mais il y Ok. a un axe, hein. Ce n'est pas éparpillé non plus. C'est un positionnement d'autodétermination, d'inclusivité, d'intégrer les singularités et d'oser être soi, de se créer soi librement. Euh, Évidemment dans un contexte particulier parce que voilà, on vit dans un monde avec d'autres personnes, avec des règles, dans un certain pays, une certaine culture et ainsi de suite.
mais avec du non-jugement, de la réflexion profonde et du respect pour soi aussi, et pour ses soi. Ok, j'allais y venir sur ton positionnement, parce que moi, je t'ai connue via les commentaires au début que tu mettais sur Facebook. Donc, je me suis dit, tiens, cette nana, elle clash! Et ça m'a vachement intéressé. Du coup, j'ai rejoint ton groupe Hypnose Inclusive. Et c'est comme ça que j'en suis venue à te proposer le podcast. Et on va orienter un peu, en effet, le podcast sur l'inclusivité dans l'hypnose. Et alors, moi, ce qui m'intéresse en plus particulièrement, c'est le consentement dans l'hypnose. Parce que j'ai l'impression que c'est hyper compliqué, comme c'est fait actuellement l'hypnose, d'avoir un vrai consentement valide. Et que oui, dans l'hypnose actuellement, on est beaucoup sur des espèces de faux consentements où si la personne est là, c'est qu'elle accepte de base notre cadre de travail et qu'on n'a plus à redemander si on peut toucher, si on peut faire des suggestions. Et donc, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. La société bouge depuis quelques années dans la définition du consentement, et c'est super, hein, grâce à MeToo, et puis à d'autres éléments. On le voit notamment du côté des gynécos, du côté du respect du corps. Moi, je vais je dis des gynécos parce que j'ai pas un ou une gynéco, j'ai un centre de gynécologie inclusive et respectueuse, et féministe et ainsi de suite. Et à chaque fois, on me pose des questions pour tout. Est-ce que vous voulez que je ferme le rideau? Est-ce que c'est OK pour vous? Là, ça va faire un peu ceci. Enfin, je n'ai jamais connu ça avant. C'est tout nouveau que la société, de façon générale, se dit qu'il y a un problème par rapport au consentement et que des éléments deviennent concrets. Alors, il y a encore plein de résistances, hein. Il y a encore plein de médecins qui font des horreurs. Enfin, moi, j'ai des clientes qui ont vraiment reçu des violences médicales et des violences thérapeutiques aussi. Donc, il y a encore une bonne partie des praticiens, praticiennes qui ne font absolument pas attention à la question et qui la balayent d'un revers de main. Mais on commence à avoir des listes de praticiens, praticiennes safer, que ce soit gynéco, psy, hypno, et même avocate, et ainsi de suite. On commence à avoir des centres et des praticiens et des praticiennes qui le notent sur leur site, comme moi je l'ai fait. Donc, je me revendique praticienne féministe, hein. On Mhm. parlera du positionnement soi-disant neutre après. Ouais. Euh, c'est la même chose pour d'autres disciplines. Donc, en hypnose, il est temps de se poser la question. Mhm. Comme en médecine, comme en gynéco, comme en centre de planning, comme dans la police, hein, tout simplement. Moi, quand j'ai des personnes qui désirent porter plainte, je les envoie dans un commissariat bien particulier. Je leur dis surtout, vous n'allez pas n'importe où, parce que vous risquez d'avoir un traitement qui va être vachement plus traumatisant, peut-être Mhm. encore que Mais j'ai des c'est connu clientes ça qui en ont... plus, hein. Oui, C'est... oui, j'ai des clientes qui ont été plus traumatisées par leur visite au commissariat que par leur agression, hein, qui était déjà pas mal. Mais ça a été d'une violence. Donc, les commissariats aussi commencent à se poser la question, et tous les commissariats ne font pas le nécessaire pour se mettre à jour au niveau du consentement, de l'inclusivité, mais certains le font. Comme tous les gynécos ne vont pas le faire, mais certains le font. Comme tous les hypnos ne vont pas le faire, mais certains, certaines le font. Et donc, moi, ce que j'essaye d'insuffler dans le monde de l'hypnose, c'est déjà un questionnement, c'est déjà Mhm. une remise en question. Et donc, tu m'as repéré sur le groupe Hypnose, pour ne pas le citer, où je tape du poing. Pourquoi? Parce que la norme dans ce groupe est le non-consentement et la non-inclusivité et est la blagounette sexiste, raciste, grossophobe. Aucun propos oppressif n'est relevé. Et quand je les relève, on me dit, ouais, ça va, la féminazie, t'as pas un autre disque. Mhm. Soit je me fais traiter de folle, soit d'hystérique, soit du fait que j'ai un disque qui tourne en boucle et que ça n'a rien à voir avec l'hypnose. Parle un peu d'hypnose, t'as rien à faire là. Enfin voilà. Mais c'est important que la majorité des hypnos entendent au moins qu'il y a un questionnement. Moi, c'est mon but, hein, quand j'interviens là, c'est de dire non, ce n'est pas normal. Non, on ne va pas faire comme si on n'avait rien lu, rien entendu, rien vu. Il y a un questionnement, il y a une remise en question, il y a une problématique à aborder.
Maintenant, vous êtes d'accord ou pas d'accord, c'est encore une autre question, mais sachez qu'il y a une problématique et qu'elle va grandir. Comme les problématiques des autres métiers, hein, Mhm. puisque maintenant, on a du MeToo cinéma, on a du MeToo hôpital. Les MeToo hypnose ne va pas tarder, hein. Donc, bah, parce que j'ai aussi quand même pas mal de personnes qui m'écrivent pour me dire, ben, je ne savais pas à qui le dire, mais j'ai eu un problème. Il y en a hein, des problèmes dans des séances avec des Ah hypnos. Ça, bah oui, 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 entre les hypnos qui se tapent leurs clients, ou oui, qui... non, non, oui, si, il y en a. du harcèlement, enfin, des réflexions complètement contre-productives, enfin, des réceptions de récits aussi avec de oui, mais enfin, est-ce que vous appelez ça viol? Mais enfin, bon, tu vois, comme les viols Oui. conjugaux, par exemple, il y a énormément de personnes qui ne savent même pas la définition de un viol conjugal. Pour beaucoup de mecs qui n'ont jamais entendu parler de déconstruction, bah, si tu es avec ta femme depuis pas mal de temps, que tu dors dans le même lit qu'elle tous les jours, qu'elle est à poil, bah, la pénétrer, en quoi ce serait un viol, enfin, tu vois. Et quand on est hypno et qu'on reçoit quelqu'un qui vient en disant voilà j'ai un trauma et il s'agit de ceci et qu'on répond ouais bon, enfin bon, c'est quand même ton mec, enfin tu vois, la négation de l'agression est énormément, enfin ça fracasse quoi. Mhm. Donc voilà, si j'interviens dans ce genre de groupe ou bien en live aussi, hein, je veux dire quand je vais à une conférence, à une réunion, à une formation, je la ferme pas parce qu'il est important qu'il y ait au moins le questionnement. Tu vois, c'est un peu mettre du stabilo sur les blagues grossophobes, sur une attitude sexiste. Et donc, qui est un peu une araignée féministe au plafond, qui, qui au moins, il y a une petite loupiote qui reste allumée. Je veux dire, quand je suis dans la salle, la loupiote est là. Mhm. Et, et ils font un peu plus, ils se posent un peu plus de questions. Ça veut dire déjà que le questionnement est en route. Et moi, là, je suis déjà satisfaite dans un premier temps, tu vois. Et puis le deuxième temps, bah, c'est d'expliquer un peu quand je le désire aussi, parce que l'explication, la pédagogie ne se réclame pas, elle ne s'exige pas. Et puis amener à une réflexion plus importante avec le partage de ressources. Sur le groupe Hypnose Inclusive, il y a énormément de ressources avec des hashtags. C'est hyper facile de retrouver des vidéos, des comptes, des articles et ainsi de suite. Donc ça donne aussi de la matière pour les personnes qui se décident à travailler, parce que c'est un travail. Et puis, il peut y avoir des discussions. Et puis maintenant, les ateliers que j'ouvre sur cette thématique où on parle de cas, tout simplement, de cas de cabinet ou de cas de propos de personnes qui font partie du milieu de l'hypnose ou de cas de conscience, de questionnement personnel. Et puis, il y a des explications, quoi, tout simplement, parce que c'est pas facile à comprendre, hein. Je veux dire, ça demande des efforts. Ah oui. Euh, Quand on est pluriprivilégié, on voit la société de son point de vue de pluriprivilégié. Est-ce que tu peux juste Et définir pluriprivilégié bah, ça veut pour dire ceux qui que nous écoutent? si, ouais, si je suis cis, c'est-à-dire que mon genre est celui que l'on m'a assigné à la naissance. Moi, voilà, si je suis hétérosexuelle, si je suis blanche, si j'ai des diplômes, si je parle bien le langage du pays dans lequel je vis, si j'ai une situation financière où je suis non précaire, si j'ai une position de pouvoir qui soit financier, symbolique ou autre, si je suis valide, si j'ai un physique qui correspond plus ou moins à la norme, et ainsi de suite, je vais avoir plus de facilité à entrer en contact avec d'autres, plus de facilité à être promu dans certaines activités, plus de facilité à établir des relations amicales, amoureuses, sexuelles et autres, plus de facilité à être engagé dans un poste, plus de facilité à obtenir un appartement. Enfin bref, plus de facilité à vivre dans la vie de tous les jours. Et donc, comprendre ce qu'est la vie d'une personne qui a une oppression ou plusieurs oppressions, ce qu'on appelle l'intersectionnel, c'est bah, une personne racisée, queer, donc
je sais pas, par exemple, une personne racisée, transfemme, non valide et TDS, bah, elle va avoir plusieurs oppressions où il y a une intersection. Et c'est pas du plus, c'est les intersections. C'est plus complexe que ça. Ce qui fait qu'il va y avoir dans la pyramide hiérarchique des facilités, hein, du pouvoir ou des oppressions, bah, il va y avoir pour cette personne énormément de difficultés qui ne sont pas visibles pour quelqu'une qui est au sommet de la pyramide. Mm. Donc Ouais, en effet, c'est... si j'habite à Paris Ouest, où le quartier sont occupés pratiquement par toutes les personnes blanches, riches, et où les personnes racisées sont là pour promener les enfants, tu vois, enfin, comment je peux imaginer la vie d'une personne TDS, trans, racisée, non valide, quoi. C'est Mm. impossible, je ne les côtoie pas. Les seuls trucs que je peux voir dans la presse sont écrits par des personnes non concernées qui elles-mêmes imaginent la vie d'eux et ont leur propre avis sans être. Donc en fait, la première chose à faire, c'est d'écouter les concernés. Et ça, c'est vraiment important. Donc c'est pour ça quand on me dit, oui, mais enfin, est-ce que tu peux expliquer l'oppression raciste, par exemple? Je dis, bah, je peux te donner des liens et tu peux aller voir des comptes de personnes racisées qui expliquent leurs oppressions. Idem pour la grossophobie. Je ne suis pas grosse. Je ne peux pas imaginer ce qu'est le quotidien d'une personne grosse qui a du mal à se mettre, enfin, qui va chez le dentiste et qui peut pas s'asseoir dans le siège dans la salle Mhm. d'attente, qui se retrouve avec cette réflexion directement, que ce soit en séance d'hypnose ou autre, hein, donc s'asseoir en disant voilà, j'aimerais bien arrêter le tabac, et directement, enfin, beaucoup hein, de praticiens praticiennes font cette erreur de revenir au poids alors qu'il n'est pas mis, enfin, il n'est pas mis en avant, ce n'est pas la demande de le ou la cliente. Et enfin, voilà, donc c'est une oppression quotidienne et pluriquotidienne que moi, je Mhm. ne peux pas connaître. Donc je ne vais pas donner, moi, mon avis là-dessus, je vais aller chercher des ressources de personnes, de collectifs qui vont en parler. Mm. Donc, on ne peut pas passer à travers ce travail-là qu'on doit faire nous-mêmes, d'aller C'est écouter des ça. personnes qui parlent directement de leur... Et Oui. c'est vrai que c'est loin d'être simple parce que moi, clairement, j'ai plein d'avantages. Je suis Mhm. blanche, je suis dans un milieu plus que bourgeois, voilà. À côté Mhm. de ça, je suis une femme et je suis grosse. Et c'est vrai que j'en discutais avec mon mari et qu'il n'arrivait même pas à comprendre finalement. Parce que j'essayais de lui dire qu'être une nana, bah, c'était des fois chiant, qu'on se faisait harceler dans la rue, que machin, enfin, qu'il y avait plein de choses qui dépensaient, que moi, je sortais pas je peux pas sortir dans la rue en sécurité, quoi. Dès que je sors, je me fais emmerder. Et on a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Et comme tu disais, la pédagogie, des fois, c'est difficile à faire sans s'énerver. Donc Mhm. ça demande enfin un vrai boulot. Oui, bah, le truc, c'est plus on est privilégié et moins on se rend compte des oppressions. Ça, Donc, au sommet de la pyramide, le mec cis, hétéro, blanc, diplômé, c'est ça. faisant plus d'1,75 m, avec des critères physiques, machin truc, Mm. en position de pouvoir, bah, lui, il voit pas le problème. Moi, j'accueille tout le monde de la même façon. Pour moi, Exactement. je vois pas les couleurs. Non, mais moi, noir, blanc, c'est la même chose. Femme, homme, c'est la même chose. Valide, non valide, c'est la même chose. Bah, mon œil, déjà, ton cabinet, il n'a pas d'ascenseur. Donc, ne me dis pas que valide, non valide, c'est pas. Enfin, tu vois, c'est. Et puis, le truc de j'ai un ami noir, enfin, ou bien de je peux pas être sexiste, je suis mariée et j'ai deux filles. Non, mais attends, enfin, Mm. tu peux concevoir ce qu'est la vie de tes filles ou de ta femme dans ton petit milieu privilégié, mais pas des femmes. Et tu ne peux pas te mettre dans la position d'une femme. Donc, viens écouter et ne mets pas en doute la parole de celle qui parle. Voilà. Donc, oui, effectivement, c'est du boulot. Donc, quand je dis c'est du boulot, ça veut dire qu'il y a du temps, de l'énergie, du travail à faire et qu'on perd des privilèges en le faisant. Tu vois un peu le calcul? Ça Calcul. donne pas envie. Eh oui,
Donc évidemment, il est beaucoup plus simple de se serrer les coudes entre pluriprivilégiés pour dire non mais ça c'est les woke qui aillent se faire foutre. Nous, on n'a pas de problème, on est droit dans nos bottes, on rigole. Nous, on a de l'humour. Elle pourrait au moins un peu respirer, comme dit souvent, respire, mais rigole un peu. Tu vois, ce truc de comme si j'étais aigrie et complètement. Enfin, oui, jusqu'à arriver aux insultes sexistes et sexuelles. Et je ne parle pas de la rue, hein, là, je parle Oui. des collègues, hein. Donc, on est quand même loin dans ce truc-là. Enfin, la dernière, quand on m'a fait une blague en me sous-entendant le par derrière, enfin, en fait, on me disait, va te faire enculer, hein. C'était ça la Oui, blague. c'était tu ferais mieux de te faire baiser, ça te ferait du bien, Ouais, quoi. Tu serais plus ouais, mais rigolote. oui, dans un milieu de thérapeute. Donc, je reviens avec mon il est temps maintenant de au moins se poser la question et d'offrir des ressources faciles d'accès. Parce que là, enfin voilà, avec le groupe Hypnose Inclusive, il y a vraiment un vivier de plein de ressources avec des mots-clés. Mais comment rendre la tâche plus facile? Bah, en faisant des ateliers, ce que j'ai commencé, en parlant, on fait ensemble. Et Mm. merci pour ça. Merci de me donner la parole pour éclairer ce point-là. Et puis petit à petit, ça avance. Il y a d'autres praticiens, praticiennes osent le faire aussi. Et ça, moi, ça me réjouit vraiment d'avoir des personnes, des jeunes praticiennes qui disent, bah, moi aussi, j'affiche sur mon site mon positionnement contre les oppressions, pour l'inclusivité, et je le fais avec un article qui me dévoile dans mon positionnement perso, et je l'affirme. Bah, plus on va être à le faire, et plus au moins tout le milieu professionnel va devoir au moins se poser la question. Et je dis pas Mm. que tout le monde doit être dans ce positionnement-là, hein. Je dis que tout le monde, dans l'idéal, au moins devrait savoir ce que ça veut dire. Et que se dire, ok, moi je suis pluriprivilégiée, j'ai pas envie de m'intéresser à tout ça, j'ai pas le temps, ça m'ennuie, ta. Et ben, si tu as un ou une cliente qui ne rentre pas dans les cases de la normalité blanche friquée, ne la prends pas. Tu vois, Mm. réoriente. Ne viens pas faire pique bien, et ne viens pas blesser en plus la personne qui croit entrer dans un espace safer en venant en thérapie. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui croient que chez le thérapeute, ouf, enfin, on est dans un espace safer. Mais pas du tout. On peut se retrouver pluri-oppressé en 5 minutes, hein, en étant mégenré, en ayant un regard de jugement sur le métier. Enfin, moi, j'ai beaucoup de TDS. Bah, le nombre de thérapeutes qui leur font et vous aimeriez en sortir, ou enfin qui mettent l'accent sur le métier alors que c'est un métier comme un autre, sex work is work, un bar quoi. La personne elle vient pour la confiance en elle, ou pour l'arrêt du tabac, ou parce que elle veut travailler sur un trauma, mais on lui fout la paix, on travaille sur sa demande. Est-ce que tu peux donner la définition de TDS? Je me dis que tout le monde ne connaît pas en temps. Ah oui, pardon. Allez chercher. Travailleuse, travailleur du sexe. D'accord. Et il peut s'agir d'escorting, il peut s'agir de domination, il peut s'agir de sexe en ligne, de travail aussi de pole dance ou d'autres, hein. Il y a plein de manières d'être travailleur ou travailleuse du sexe. Toi, pour toi, comment tu définirais une hypnose inclusive? C'est le nom du groupe. Euh, Mm. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bah, moi, de toute façon, je suis open, je suis hypno, donc forcément, je suis inclusif, et Mhm. pas forcément, finalement. Alors, l'hypnose inclusive, pour moi, c'est une hypnose qui inclut chacun, chacune. J'exclus quelqu'un, quelqu'une, si je ne tiens pas compte de tout ce que la personne est, et si je projette mes propres représentations sur elle. Donc, je l'inclus si je là où le laisse se présenter, s'autodéterminer comme elle le ressent.
Donc, si j'inclus toutes ces représentations, dans le sens où si pour moi être, par exemple, être enfin, le handicap non visible, ben, ça se voit pas, donc c'est moins grave que le handicap visible. Enfin, ce qui est encore une représentation qui tourne, hein, je l'ai encore entendu dernièrement. Ben, je vais avoir un regard qui va enfermer la personne dans une représentation qui n'est pas la sienne, par exemple. Donc ça passe aussi bah, par un langage inclusif, Mhm. ne pas envoyer ces représentations, qu'elles soient sexistes, de racisme ordinaire ou de validisme ou de classisme aussi. Enfin, voilà. Et on a énormément de représentations oppressives cachées hein, dans la vie courante. Euh, il y en a à tous les coins de rue, hein. Dans une conversation de bar, si j'enregistre 5 minutes, je peux t'en souligner 10 hein, des oppressions cachées. Donc, dans l'hypnose inclusive, c'est déjà offrir un espace où il n'y a pas d'oppression par des présupposés verbaux, déjà par le langage, par l'attitude, par la blagounette, par des maladresses, ce qu'on appelle les maladresses, et je fais souvent ce geste des petits crochets, là, des petits guillemets quand je dis ce mot-là, les maladresses, bah, c'est de la paresse, hein, c'est un manque de boulot qui fait que on oppresse, on violente des personnes parce qu'on n'est pas au courant d'éléments primordiaux pour la compréhension de leur univers. Donc il y a un b.a.-ba à connaître. Le vocabulaire, par exemple. Si la Mhm. personne dit bah, mon pronom c'est Yel, je me représente comme, je suis ta 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 ta. Enfin, c'est important hein, de pouvoir respecter le vocabulaire que la personne invite. Comme les habitus aussi, je prends le mot de sociologie. Euh, donc voilà, de ne pas heurter ce que la personne se ressent commettre, son autodétermination par une attitude, par du langage, par des questionnements. Ça, c'est la première chose. Après, c'est aussi comment je vais travailler avec mon outil hypnotique. Mhm. Euh, Par exemple, enfin, moi, ce qu'on a voulu parfois me faire dans des formations, et quelles qu'elles soient, hein, j'ai pas encore vraiment visité de formation où il n'y avait pas ce genre de choses, les ancrages. Donc, tu as les yeux fermés et tu as quelqu'un qui te tripote pour essayer de te mettre des trucs ou elle a décidé à l'intérieur de toi par l'intermédiaire de ton corps. Non, mais no way, quoi. Donc, dans l'hypnose inclusive, c'est la personne en autonomie qui va faire son travail en décidant de son ancrage, en s'ancrant elle-même, et ça marche, hein. Donc, moi, j'ai ma cliente qui est à 2 mètres, et je lui dis, ben, ce serait peut-être intéressant d'ancrer cette situation. Laisse son corps choisir un geste, laisse son intuition trouver le geste qui convient, le mot qui convient, peut-être la respiration ou une image. On rassemble 3 éléments au moins polysensoriels et puis on ancre. Et mes accompagnés, seuls, sans moi, jamais je ne vais aller poser mes doigts sur un corps qui a les yeux fermés. Voilà. Et si je le faisais, parce que ça peut m'arriver une fois tous les X temps de toucher une personne, bah, je vais demander, non pas une fois en disant est-ce que je peux te toucher? Et puis imaginer que ce consentement est donné pour toute la séance, bah non, parce que il est réversible le consentement et puis il est spécifique aussi. Il doit être éclairé aussi. Je peux te toucher, oui, mais où? J'ai essayé hein, quand même en formation de jouer le jeu pour voir ce que ça faisait. Mais le toucher sur la cuisse, les yeux fermés, alors qu'on est dans de la régression, machin truc, et qu'on est dans des enjeux en plus enfin, qui ont un lien avec les attouchements corporels et ainsi de suite, enfin, c'est absolument n'importe quoi. Moi, je vais plus loin que ça, hein. On ne me touche pas quand je suis en transe sans mon consentement et le consentement, il est donné de manière hyper spécifique. Si vraiment tu as besoin de me toucher, dis-moi où tu vas le faire, quand tu vas le faire, et je te dirai si c'est OK ou pas pour moi.
Donc, je prends voilà l'exemple des ancrages. On peut prendre aussi l'exemple des suggestions. On Notamment les nous suggestions apprend, indirectes, par exemple. oui, on On nous essaye prend, par des moyens détournés de faire passer des messages, quoi. voilà. Alors, le consentement à la suggestion indirecte, bah, il faudrait pouvoir expliquer à la personne quelle technique on va utiliser et lui demander est-ce que c'est OK pour toi. Euh, Il y a bien sûr une tour, enfin, on n'est jamais, enfin, moi je ne crois pas non plus au clean language à 100% et ainsi de suite, parce que Mm. là aussi, enfin, je vais pas défier, mais disons que ce n'est pas la solution. Euh, la solution, c'est vraiment que la personne se sente en sécurité et en liberté et qu'elle ne subisse pas la séance face à une autorité. Parce qu'il y a un Mhm. biais d'autorité énorme, Bien hein, sûr. qui va opérer sur elle des choses qu'elle n'aurait peut-être pas consenties si elle était dans un positionnement où elle pouvait avoir un consentement enthousiaste, libre, spécifique, réversible, éclairé et informé, voilà, comme devrait l'être tout consentement. Tout ça aussi, un travail sur le rapport et sur le positionnement de l'hypnose. Moi, quand j'enseigne, la première chose qui est vraiment super importante pour moi, c'est l'authenticité, quoi. N'essayez pas de mener l'autre en bateau. Alors tout ce qui est hop 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 là, regarde à gauche, poup, je te pique à droite. Tu vois tous les Mm. trucs de cow-boy qui nous viennent des Américains là, qui font leur show parce que c'est du show Mm. spectaculaire. Bah oui, ça peut marcher à la télé. On nous montre des vidéos où il se passe des trucs, mais les personnes, elles sont complètement biaisées. Elles ont des caméras, elles ont quelqu'un qui est un showman et qui est adulé par des milliers de personnes qui hurlent et qui applaudissent. Elles sont stressées, elles ont le projecteur dans la figure, enfin, moi, elles ont envie de bien faire. On pourrait leur faire faire beaucoup de choses, hein. Mm. Euh, donc, attention de ne pas euh, user d'un abus d'autorité aussi dans le consentement. C'est pas parce qu'on dit je vais vous toucher, hein, est-ce que vous êtes d'accord? Bah, si ça fait partie du truc, oui, allez-y. Et puis bon, on est parti pour 20 séances où on ne repose plus jamais la question et où on fait n'importe quoi. Non. Euh, je vais vous, euh, je vais utiliser des méthodes qui vont implanter, qui vont ouvrir des portes chez vous et qui vont implanter des idées que je pense être bonnes pour votre système, même si elles ne viennent pas de vous. Je vais vous implanter des solutions, mais c'est pas les vôtres, mais ça devrait marcher. Euh, c'est compliqué. Alors, pour poser ce consentement-là, ce serait difficile aussi parce que les personnes, elles ne savent pas de quoi on parle. Elles C'est vont ce que dire, j'allais non, dire. mais enlevez-moi ça. Je fume, vous m'enlevez la cigarette, ce serait parfait. Donc voilà, c'est difficile d'être dans une hypnose inclusive qui accorde une grande place au consentement et ainsi de suite, mais c'est tout à fait possible. Après, quand on voit les hypnoses de rue ou les hypnoses de jeu, le travail sur le consentement et la problématique, elle mériterait d'être réfléchie vraiment, de mettre toutes les cartes sur table. Et on devrait pouvoir trouver des solutions et des chemins, comme on en trouve dans le Sexpo d'ailleurs, hein, Mhm. parce que c'est le même principe. Le consentement Sexe libre positif et... pour le, Oui, c'est ça. pour le... Le consentement enthousiaste, libre, spécifique, réversible, éclairé, informé, y compris quand il y a d'un côté une personne débutante et de l'autre côté une personne qui donne des workshops et qui est considérée comme master. Tu vois, c'est exactement le même principe que quand tu as l'hypnodru, le super hypnodru qui est reconnu par tous comme étant le plus fort parce qu'il fait tomber des filles en bikini dans la piscine d'un petit clin d'œil et hop là! Et puis son élève ou ses élèves qui acceptent de se mettre en mini-tenue pour lui faire de la pub et tomber dans l'eau, enfin, il y a un biais d'autorité. Ouais, qui est énorme. Donc, comment faire pour obtenir le consentement et pour travailler de manière éthique dans nos accompagnements d'hypnose? Bah, moi, je parle des séances, on va dire classiques, hein. Une personne vient pour régler un problème. Le milieu de l'hypnose de rue, je ne le connais pas bien. A priori, comme ça, enfin,
moi, c'est no way. Mais bon, c'est un sujet que je ne connais pas bien. Voilà. Quand on a été invité à le faire en maître Pratt, j'ai refusé l'exercice. Donc, j'ai été en rue avec les autres, j'ai observé, mais je n'ai pas fait l'exercice d'arrêter quelqu'un, de lui dire, vous voulez vivre une expérience extraordinaire? J'ai pas fait ça. Hors de question. Enfin, mais, euh, mais je ne vais pas me prononcer sur un domaine que je connais peu. Mhm. Ouais, Idem pour l'hypnose de spectacle. Voilà, il peut y avoir on des va moyens, rester. hein, de... Oui, mais ça demanderait Mais du ça donne une travail. réflexion, ouais, une grosse Oui, réflexion, ouais. et pas de la toute-puissance, hein. Mhm. Ouais, donc on va rester sur le cabinet, nous. Tu Mhm. parlais tout à l'heure du fait que tu avais, toi, ton positionnement, bah, il est clair, il est net. Bon, il suffit d'aller sur ton site, de toute façon, il y a des pages entières pour expliquer ton positionnement. Et tu me disais, le positionnement neutre, tu crois pas trop, toi, dans l'hypnose, visiblement. Bah, si on reprend ce qu'on a vu avant, le positionnement neutre, c'est le positionnement normé, normalisant, qui est celui de la majorité, mais qui est surtout celui qui est proposé par les médias les plus Mhm. larges, les plus vastes, les moins questionnants. Évidemment qu'il n'est pas neutre, puisque on est dans une société où la domination, enfin je veux dire, les personnes qui ont les super pouvoirs d'avoir un job plus facilement, d'avoir un appart plus facilement, d'avoir une place plus facilement, qui prennent plus de place, il suffit de voir comment on se positionne dans le métro, hein, ou dans la rue. Qui prend la place dans la rue ou dans le métro? Enfin, rien que le trottoir, hein. Ah, Rien que ça, si on prend les toutes petites choses, dans le métro, le positionnement cuisse ouverte, les mm, couilles de cristal, bah nous, on n'a plus qu'à mettre nos genoux joints de travers pour ne pas avoir de contact. Sur le trottoir, s'il y a de la place que pour un ou une, qui va se pousser 90% du temps, c'est les femmes qui s'effacent de peur de recevoir un coup d'épaule, les mecs mm. qui passent comme ça en force, enfin, c'est souvent le cas, qui va être surveillé de près par les vendeurs en rentrant dans un magasin. Enfin, j'ai un pote qui me racontait que ses filles étaient hyper choquées. Donc elles sont métisses. À chaque fois qu'elles rentrent dans une boutique un peu moyen de gamme ou haut de gamme, elles sont tout de suite fliquées par quelqu'un qui ne se cache même pas, qui les regarde comme si elles étaient rentrées pour voler, alors que leurs potes blanches, ça n'arrive pas. Enfin, on a plein, 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 plein d'exemples comme ça où ce serait normal. Donc, la normalité, la norme, le côté neutralité, pour moi, tout le monde est pareil. Ben, faudrait expliquer ça à certaines personnes qui subissent. Enfin, viens expliquer ça à ma pote trans qui se fait tabasser dans la rue à chaque fois qu'elle veut sortir. Euh, Enfin, chaque fois qu'elle veut aller au cinéma, c'est super difficile. Elle tremble de partout parce qu'elle a peur de se faire agresser. Ah oui, tout le monde est pareil. Toi, tu sors dans la rue avec ton mètre 80 et ta démarche de barbu, c'est pareil qu'elle, vraiment? Tu vois, non, c'est pas pareil. Donc tout le monde est pareil. Moi, je reçois tout le monde de la même façon. Mais non, tu peux pas recevoir tout le monde de la même façon. Et le positionnement neutre, enfin, est simplement une position normalisante, traditionnelle, qui reprend toutes les valeurs de la tradition. Comment tu différencies ça d'un position de non-jugement? Parce que moi, dans les deux, j'ai l'impression que les deux sont impossibles. Et je me suis vue faire, moi, mais dans des Mm. jugements de connasses, enfin, où je reçois des gens et où je me dis, bah oui, mais arrête de bouffer, quoi. Alors que je suis dans le même cas, hein. Mm. Euh, et je me suis vue avoir des réflexions internes où je me suis fait peur, espèce Mm. d'automatisme. Alors, je les capte, hein, je les reprends, je travaille dessus, je vois machin, Mm. mais comment tu différencies ça, la position neutre, du position de non-jugement pour qu'il soit plus inclusive? dans le, dans le fonctionnement, donc je vais parler de ma manière de voir les choses, qui est une proposition. Donc dans tout ce que je propose, on est dans des représentations, dans des propositions, pas dans des vérités. Je parle des outils là, hein. Pour moi, le plus important est de garder sa position méta allumée et la vigie aussi. Donc quand j'écoute quelqu'un, quelqu'une, si j'ai une pensée de ce type-là qui arrive, je l'accueille. Je suis une personne, je suis pas un robot. Mhm.
Ma vigie me dit, attention, là, tu es en train de juger. Cette pensée jugeante, elle n'est pas rejetée, elle est juste mise de côté. On lui dit, mais c'est pas ta place ici maintenant. Là, tu es en séance, la personne, elle est accueillie dans l'espace-temps de cette séance avec sa problématique. Et il n'y a pas à avoir de jugement par rapport à ce qu'elle raconte. En revanche, il peut y avoir de la pédagogie parfois. On parle d'inclusivité. Donc, savoir ce qu'est un jugement, qui peut être aussi comment, du mépris ou du sarcasme, enfin voilà, cette position-là, elle n'a rien à faire dans l'espace de la séance, mais elle peut exister. Tu vois, enfin, on ne me verra pas la vidéo, mais j'ai Mhm. un espace devant moi et je mets mon jugement à côté. Je ne le vire pas, je ne l'écrase pas, je le mets à côté. Il ne fait pas partie de l'espace de la séance, mais il existe. Mais je ne le laisse pas rentrer dans l'espace de la séance. Je le mets à côté. Et après, point de vue pédagogique, j'annonce que je vais faire de la pédagogie. Je me mets en positionnement de pédagogie. Donc je quitte mon écoute active, neutre, ainsi de suite, en disant là, il serait peut-être intéressant de voir comment certaines personnes voient tel ou tel sujet et voilà, de voir la thématique que tu annonces d'une autre manière. Donc, certaines personnes dont les groupes peuvent s'appeler comme ci, comme ça, donner quelques mots-clés, pourraient voir la situation de telle manière. Et ce n'est pas mon point de vue, c'est le point de vue, par exemple, des féministes intersectionnelles. J'ai déjà eu une cliente qui venait en disant je viens parce que j'ai des mycoses à répétition et des cystites à répétition, et puis ça embête mon mec parce qu'on peut plus faire l'amour et il devient de mauvaise humeur et j'ai peur qu'il aille voir ailleurs. C'est Mhm. un cas vrai, hein, j'invente Ah pas. ben, j'en doute pas. Et, et donc, elle venait par peur de perdre son mec parce qu'il commençait à faire des réflexions comme quoi s'il n'avait pas à baiser à la maison, ben, c'était normal qu'il commence à avoir des tentations, tu vois. Et elle venait sa demande, c'était est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que je sois plus accessible sexuellement parce que j'ai peur que si je n'arrive pas à l'être, il soit tellement frustré qu'il aille voir ailleurs. Et bon, moi je dis là, je vais faire un peu de pédagogie. Euh, J'entends ce que tu me dis et la représentation de ta problématique. On va voir ce que ça pourrait donner si on prenait le point de vue d'eux. Et là, voilà, évidemment. Euh, après, voilà, cette personne a perdu ses mycoses et ses cystites assez vite, son mec aussi. Oui, en fait, c'est que tu amènes des... Oui, par la pédagogie, tu montres qu'il y a d'autres façons de voir, enfin, que d'autres groupes de Mm, personnes peuvent voir la chose autrement. Et après, c'est à la personne, finalement, en autonomie, de choisir la mm, vision qui lui correspondrait le plus. Et oui, c'est pas une vision imposée, quoi. oui. Et là, ça fait, ah oui, ok. Donc en fait, je me sens coupable de ne pas être euh, ouverte à la pénétration. Tu vois, on va dire ça comme ça, hein. Alors que j'en ai pas envie, hein, mais je me sens coupable de ne pas donner ce droit de consommation à mon conjoint. Et j'ai peur et ça devient, mon corps est en train de se défendre d'une agression parce que moi, je n'y arrive pas. Psychologiquement, j'ai intégré que dans la norme, quand on est en couple, c'est normal de passer à la casserole tous les soirs. Mhm. Mon corps se défend parce que mon esprit n'y arrive pas. Ok, d'accord. Ah ben ça va mieux là tout d'un coup. Et, euh, et ça va très vite. Enfin, j'en ai eu plusieurs, hein, les mycocystites, la plupart du temps, voilà, c'est l'insight arrive de ah c'est pas ma faute en fait. C'est la norme. J'ai introjecté la norme patriarcale alors qu'il y a une autre manière de voir les choses et cette autre manière me rendrait libre et propriétaire de mon propre corps.
Mon corps, mon choix, ça existe, c'est possible. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ah ben youpi. Et Ouais. pouf, tu sais Ça quoi? me fait un espèce d'insight aussi sur comme ça sur ah j'ai le droit de dire non en fait. Ah bon? Ah bah t'as super. Eh bah je savais pas. Mm. Ok. Sans C'est justification. non non sans justification. Alors moi je continue la justification pour l'instant encore. J'ai pas encore passé le stade tu vois. Je à me justifier et à dire je suis désolée. Euh, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper banal finalement presque. Mm. Enfin quand parle avec des copines, on est beaucoup comme ça sur Mm. la sexualité à voir que qu'une seule facette de la chose. Oui, oui, c'est sûr. Et donc, la neutralité de l'hypno, ça voudrait dire qu'on n'a pas de représentation du tout. Bah, si, la représentation normée, c'est celle du couple à deux, couple fermé monogame à deux. S'il y a des incartades, elles doivent être cachées dans le respect de chacun, chacune, pour ne pas Mhm. blesser, machin truc. Je prends le côté couple sexuel, mais c'est hyper politique, hein, ce truc-là. Avec le fait de prendre soin dans le rôle féminin et de protéger et d'agir dans le rôle masculin, et ainsi de suite. Enfin bon, c'est quelque chose qui est très introjecté, c'est quelque chose qui est très normal pour beaucoup de personnes, mais ce n'est pas de la neutralité. Euh, c'est une représentation qui est dominante et qui, selon ma représentation à moi et celle du féminisme intersectionnel qui lutte contre les oppressions, c'est une représentation oppressive. Mhm. Donc c'est dire, ok, là tu viens de me donner une représentation, je vais t'en donner une autre. Il y a d'autres manières de voir la situation dans laquelle tu es. Et là, je Et vais du faire coup, de la pédagogie. pardon. T'évites les recadrages bourrins. Tu sais, ces espèces de Oui, recadrage à la... mais le recadrage bourrin, comme tu l'appelles, ah, c'est une chouette dénomination, il est fait en position haute et sans prévenir. À nouveau, dire, je vais me permettre un petit moment de pédagogie, si tu veux bien. Je préviens, je n'utilise pas ma position euh, d'autorité, parce que quand les personnes viennent nous voir, elles ont l'impression qu'on sait, qu'on connaît leur sujet, qu'on va avoir les solutions, et puis qu'on a une toute-puissance quelque part, hein. Donc, euh, donc là, je vais utiliser le mot. Si tu veux bien, je vais te donner une explication que tu pourras aller vérifier et sourcer en allant sur telle ou telle page de mon site. Il y a toute une bibliographie, ou bien je t'enverrai une référence après si tu le désires. Et j'explique, et puis après, OK, et maintenant, qu'est-ce que ça te fait, ce que je viens de t'expliquer là? Comment ton corps réagit? Comment tes individus, tes parties représentées réagissent? Qu'est-ce que ça vous fait à tous à l'intérieur? Et là, il y a débat, hein, souvent. Ok. Comment tu vois les résistances, toi comment Par pour... exemple, oui, vas-y. Ouais, parce que j'allais dire, souvent on voit cette idée qu'il faut passer outre les résistances, que des fois même l'hypnose permet de baisser le facteur critique et donc de passer outre les résistances. Mm, Et tu vois, moi, ça m'embête, cette histoire de passer le facteur critique pour pouvoir passer les résistances. Je me dis que si elles sont là, c'est peut-être pas pour rien non plus. mm. Euh, comment tu deals avec ça, toi? Oh ben je deal en dealant, c'est-à-dire en leur parlant et puis en cherchant pourquoi elles font ça, en les valorisant aussi. Je vais te prendre il y a un exemple qui m'a. Il y a un mec qui venait parce que il était, enfin, il est arrivé en disant je suis éjaculateur précoce et c'est un problème. Ok. On travaille sur le sujet et il est en négociation de partie avec son sexe qui lui explique qu'en fait, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin d'avoir du temps, et, enfin bon, voilà. Et, euh,
Et il y avait un oui, mais quand même, qui revenait toujours d'une autre partie qui était l'introjection de la version de la virilité hétéropatriarcale, hein, tout simplement. Hein. Oui, mais quand même, pour être un mec, pour être un bon amant, pour être reconnu, pour être valorisé, pour se sentir bien, le oui, mais quand même arrivait tout le temps. Mais au lieu de passer la résistance en balayant le oui, mais quand même, on l'a invité évidemment à venir discuter. Et on a été voir d'où il venait ce oui, mais quand même, de quoi il était composé, et puis à quoi il pourrait servir de façon positive, puisqu'il a quand même cette capacité de lancer un truc qui stresse, et ainsi de suite. Il pourrait très bien lancer aussi un encouragement ou autre chose. Enfin voilà, on a été voir toutes ses fonctions, toutes ses ressources, toutes ses capacités, et on a travaillé à le réintégrer dans le système d'une façon constructive. Donc, moi, je ne bazarde jamais, je ne cherche pas à contourner et surtout, euh, je ne trompe pas. Je ne, je ne joue pas à qui perd gagne et à touk touk touk, je passe quand même. Donc, parce que pour moi, le rapport, c'est la confiance. Enfin, c'est la confiance, le fait de se sentir en sécurité, le fait de se connaître. Comment la personne pourrait me connaître si je me cache? Donc, moi, j'enlève le masque. Idem quand je fais une bêtise, hein, parce que ça m'arrive. Où je dis, hop, 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 attends, je suis désolée, je vais prendre juste un moment pour te dire que là, je ne sais pas si j'ai le pied sur la ligne ou pas, ou si je suis dans le rouge ou pas. C'est un vocabulaire que mes accompagnés connaissent, hein, parce qu'on le met en place ensemble. Donc, quand je t'ai dit ça, est-ce que j'avais le pied sur la ligne? Est-ce que j'étais dans le rouge ou pas? Et si c'est le cas, je suis vraiment désolée et je vais faire attention à ce que ça n'arrive plus. Et là, souvent, tu as toutes les parties qui discutent. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Ah, mais il y a machin qui est contente que tu le dises, hein, parce que elle se demandait quand même si. Puis il y a le truc qui dit, mais non, mais foutez la paix à Marie, elle fait déjà assez d'efforts comme ça. Et puis on a. Et puis l'équipe finalement dit, non, non, c'est bon, on peut continuer. Ok, merci tout le monde. Allez, on continue. Mais c'est Mm. aussi un positionnement de, j'essaie pas de camoufler mes conneries. Si j'ai l'impression que j'en fais ou que j'en ai fait. euh, Par exemple, en blaguant, moi j'aime bien rire en séance. Je trouve que le rire aussi est un chouette catalyseur de rapport et puis aussi de dédramatisation et d'empouvoirment, aussi d'empuissancement. Euh, S'il y a une blague où je me dis est-ce que ma blague a été bien reçue par tout le monde? Je ne dis pas est-ce que ma blague est oppressive ou est-ce que... Parce que la personne elle-même, elle va dire non, non, ça va. Est-ce que tout le monde est OK avec ma blague ou est-ce que j'ai froissé quelqu'une? Ah ben il y a l'araignée qui dit que quand même, heureusement que tu la relèves et que là, elle est rassurée que tu te poses la question. OK, Mm. Ouais, c'est vrai tu que ça vois. doit faire du bien d'avoir des accompagnants en séance. Je pense à ma psy qui m'avait fait une remarque sur mon avortement il y a un an et qui m'a dit, mais pourquoi vous êtes triste si c'est vous qui l'avez choisi? Je l'aurais Oucha. tué. Je l'aurais tué Ah sur oui. le moment. Ouais. Et Et le fait de faire ça, ouais. Et vas-y, vas-y. le fait de faire ça, bah, ça permet aussi de tout simplement que la personne se sente légitime de dire Mm. la remarque que vous venez de faire là, elle me touche, elle me fait mal. Ouais. Tu vois, Et c'est vrai si, que moi, j'ai même pas osé, en fait, le dire. J'ai même pas osé dire, bah non, en fait, là, ça me dérange. bah, elle t'a pas laissé l'espace Euh, pour. non, non. Non, parce que tu Non. n'as pas eu cette habitude avec elle de pouvoir faire pop pop. Moi, j'ai ce geste-là souvent. Alors parfois, il se fait en lévitation. Tu vois, parfois, c'est la personne, je veux dire, la part adulte, la part, on peut appeler consciente, ou, enfin, il y a plein de Mhm. vocabulaire, hein, le moi-je, enfin, qui fait ah, il y a un souci. Mais parfois, tu as la main qui fait ça, et puis la personne dit, je sais pas pourquoi la main se lève. Je dis, ah, est-ce que ce serait un warning? Oui, oui, mais je sais pas pourquoi, tant je demande. Et donc, on a l'évitation avec le doigt qui arrive et quelqu'un a un warning à dire, mais le moi-je conscient, il sait pas ce que c'est. Donc, il faut après aller chercher, mais qui a lancé le warning c'était pourquoi? Ah, c'était ça, ok, je note. Si c'est bon, le doigt peut redescendre.
pouf, ok, on continue. Ouais, ce qui permet une Donc, sacrée connaissance de soi, finalement, en tant que client, patient. mais Euh, c'est ça qui est important, c'est d'acquérir une autonomie suffisante dans l'éclairage de soi-même et dans la gestion de ces différentes fonctions, quelle que soit la représentation qu'on utilise, hein. Moi, j'utilise la représentation en système, système déployé quand il y a trans et refermé quand on est dans la vie dite matérielle. Bon, évidemment, il y a plein d'intermédiaires, hein. C'est mm. pas poupe, c'est un spectre et pas comme d'habitude, hein. Tout est un spectre en fait, hein, au lieu d'être du on-off. Et dans cette représentation que j'utilise, ben, j'invite à acquérir les outils d'éclairage de soi, les outils de management intérieur, euh, qui peuvent être métaphorisés sous plein de représentations différentes, hein. J'ai une cliente qui a une entreprise avec différentes salles, un technicien, une secrétaire, une gestion de machin, et on descend dans les différentes salles pour voir. D'autres, c'est comme un écosystème, l'arbre, les lichens, les insectes, ta, ta, ta. D'autres, c'est un groupe avec différentes fonctions qui sont représentées par des archétypes, la sorcière, le fou, le machin, enfin, voilà. Et on travaille avec le groupe. Moi, j'en ai plusieurs persos aussi, tu vois. On voit Renard là derrière. J'ai des représentations qui sont animales, j'ai des représentations qui sont archétypales. Mais c'est des outils, tout ça, hein. Ce ne sont pas des réalités vraies, scientifico machin truc, mais elles deviennent réelles à force de les utiliser. Et elles servent évidemment à aller plus vite, plus loin, bah, comme tous les champs transitionnels, quoi, Mm. entre. C'était, j'allais dire, tout à l'heure, ça me fait penser, tu sais, moi j'accompagne beaucoup les débutants, et une de leurs grandes peurs, c'est de pas plaire en séance, ou d'être dans l'échec en séance, et donc ils font tout Mm. pour surtout pas qu'en face on leur dise, bah non, ça me va pas. Et je me dis que finalement, en faisant ça, on ferme des portes à la personne de lui permettre bah, Mm. de s'énerver contre nous, ou d'être contre ce qu'on est en train de faire, ou Mm. juste d'être là, quoi. Oui, parce on a la fonction de la pédagogie, on a la fonction de la technique, hein, donner des outils, mais Mhm. on a aussi la fonction bah, du relationnel qui se rejoue. Et si la personne n'a jamais l'occasion d'exercer des émotions et d'éclairer son système interne en éclairant la situation, euh, par exemple, j'ai une cliente qui souvent, je dis souvent parce qu'elle est en début de travail par rapport à ça, me dit ah là là, mais je suis gênée de te dire ça. J'espère que tu vas pas te moquer de moi et me juger. Et elle me sort le même truc à chaque fois, mais c'est son système. Et donc je lui dis ok, tu te rends compte que ton scénario intérieur est de nouveau en train de se rejouer. Oui, oui, je sais, mais n'empêche que je le ressens. Je dis ok. Bah, autorise-toi à le ressentir et puis vois ce que ça fait quand tu me racontes ce que tu me racontes et qu'est-ce que tu lis sur mon visage, qu'est-ce que tu projettes et puis voilà, et on repart avec ça. Mais si j'étais sans cesse, si je lui avais dit mais non, bien sûr que je ne te juge pas, mais je l'autoriserais pas à faire ça. Mm. Là, je dis ok, là tu es en train de rejouer le scénario de la peur du jugement de l'autre, hein, comme ou je l'invite à le dire elle-même, hein. Je ne le dis pas moi-même, mais je l'invite à le dire elle-même. Mm. Elle connaît la musique hein, maintenant. Et donc, à projeter ce qu'elle a à projeter sur moi, mais à analyser sa projection. Et donc, on a un double jeu, puisque à la fois, elle vit son émotion de peur du jugement et ainsi de suite, et à la fois, on est complice dans l'analyse de cette peur du jugement. Tu vois, et donc, elle peut rejouer des choses et petit à petit arriver à de la confiance, quoi. Confiance pas seulement dans le rapport thérapeutique, hein, mais aussi confiance dans le fait que ben, c'est possible de dire des choses à quelqu'un, quelqu'une, et d'éclairer la peur du jugement et de la calmer en l'éclairant. Mhm. Ouais, c'est intéressant.
Ah oui, je voulais qu'on parle de Reva un peu, puisque tu as développé une technique quand même. Oui, Euh, Bah, vas-y, explique-nous la technique parce que moi j'avais du mal des fois de faire la différence entre un RAID, tu vois, un rêve éveillé dirigé là. mm. Donc qu'est-ce que Reva? Alors, Reva, c'est une technique d'hypnose inclusive. Ok, Euh, c'est déjà quelque chose d'important. Donc, si je l'ai mise en place, c'est pour des raisons d'inclusivité. Donc, tout ce que j'ai raconté avant, finalement, concrètement, en séance, en cabinet, ça a donné ça. ok. Voilà, je me suis dit, ben, l'hypnose, telle qu'on me l'a enseignée, que ce soit à Bruxelles ou à Paris, on va chipoter sur le bras ou la jambe des gens, on leur fait des coups en douce, on leur demande de faire des machins dans l'air sans leur dire que ça va les mettre en transe, et puis on se marre, enfin, tu vois. Et moi, ça me convient pas. Idem avec le clean language, idem avec, enfin, il y a personnellement, en tant que cliente, en tant qu'accompagnée, ça m'a posé telle et telle et telle et telle et telle problématique. Donc, je me suis demandé comment adapter tout ce que j'avais appris de manière inclusive, respectueuse de l'autonomie, de la liberté de l'autre, et ainsi de suite. Et j'ai été chercher des méthodes différentes que j'ai mixées à l'hypnose. Voilà, en gros. Ça s'est fait d'abord de manière naturelle, hein, dans le sens où bah, j'ai adapté en cherchant comment je pouvais faire pour éviter ce que je ressentais comme oppressif et intrusif aussi. Et puis, à un moment donné, Cyril Champagne à l'Arche a fait un cours sur le RAID, donc de Robert de Soile, et aussi sur l'Imaginal de Corbin. Quand je dis d'eux, c'est eux qui ont écrit dessus, hein. Ce ne sont pas des inventeurs d'eux, mais ce sont les théoriciens, on va dire. Euh, J'insiste parce que quand on vient me dire c'est Robert de Soile qui a inventé le rêve éveillé, bah non, il existe depuis la préhistoire, Oui, tout ce qui dans est toutes les, chaman, dans, chamanisme, etc. oui, dans toutes les cultures. C'est un mec cis, blanc, diplômé, qui a écrit des choses reconnues par l'université et qui a eu son poinçon universitaire administratif dessus, mais il n'a rien Mm. inventé. Il a fait des études très intéressantes par ailleurs qui nous ont permis après d'avoir des points de repère, parce qu'il a pris du temps hein, à analyser tout ça, c'est un ingénieur. Il s'est bien amusé à faire des tests, des statistiques. Et c'est super, hein. Moi je suis très contente qu'il ait fait ce boulot, mais il n'a pas inventé le rêve éveillé, enfin, faut arrêter avec ça, quoi. Mm. Donc bref, Cyril a présenté l'Imaginal de Corbin et le rêve éveillé de Soile. Vous pouvez retrouver les vidéos sur la plateforme YouTube de l'Arche. Et moi, ça m'a fait, mais oui, mais c'est ce que j'ai fait en néo-chamanisme, plus ou moins, mais avec des différences. C'est ce qui m'a été enseigné aussi dans un autre stage. Enfin voilà, dans différents domaines de mes explorations, parce que je suis une exploratrice infatigable, on va dire. Ben, j'ai croisé ce genre de trucs. Et c'est déjà ce que j'avais commencé à influer, à infuser plutôt dans ma technique hypnotique. Donc là, ça m'a donné des outils. Je me suis dit, ah oui, ok. Donc Cyril les présente dans les hypnotiques, tout ce qui utilise la transe pour modifier le système selon des techniques particulières, mais ce n'est pas de l'hypnose. Donc en mêlant les deux, qu'est-ce que ça peut donner? Et j'ai utilisé aussi, bah, j'ai fait 1 an de néo-chamanisme en cours, et c'était pas pour appeler les esprits, c'était pour voir la technique avec une néo-chamane. Donc néo, ça veut dire que bah, c'est une Européenne qui a appris des techniques en allant in situ. Elle, c'était surtout en Sibérie et en Amérique du Nord. Donc faire des stages avec des personnes concernées, on va dire, mais qui a européanisé le truc et donc qui l'a structuré avec un vocabulaire et des pratiques qui correspondent à ce que l'on est, nous, ici en Europe.
Et donc, ça m'a aidé aussi à voir, ah oui, donc là, c'est ça le vocabulaire, donc c'est comme ça la fonction. Il y a des différences, il y a des ressemblances. Et comment je peux organiser tout ça pour que ce soit inclusif, respectueux du consentement, de l'autonomie, de la liberté, et aussi, important, que ça soit respectueux du scepticisme. Parce que ça, c'est un autre de mes mots-clés auquel je tiens énormément. Donc, on ne bloque pas les croyances. Et ça, c'est vraiment important de se dire, on ne sait pas si c'est, enfin, je sais pas, moi, quand les personnes se réveillent en me disant, oh là là, mais est-ce que tu crois vraiment que ce qui vient de se passer, ça s'est passé à un autre niveau, machin truc. Mm. Je dis, bah, nous, ici, on travaille avec le psychisme. On est en endo. On travaille avec ton système psychique et tes représentations. Maintenant, je n'ai pas la réponse à ta question. Est-ce qu'il y a des liens avec d'autres mondes, avec de la télépathie, avec des anges, avec des machins? Qu'est-ce qu'on en sait, tu vois? Mm. J'ai pas de garantie que c'est oui, j'ai pas de garantie que c'est non. La science, les expérimentations, bah, selon les biais des chercheuses, on a des réponses différentes. Donc moi, je dis, bah, on ne bloque pas les représentations. Juste, on choisit la représentation qui correspond au travail qu'on a à faire. En séance d'hypnose avec moi, nous sommes dans de l'endo. On choisit d'être dans de l'endo. Non, ça ne veut pas dire que tes croyances à côté, elles ne sont pas nécessairement endo, exo ou à moitié, ou ça bouge, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un deuxième point important du REVA, c'est le scepticisme. Et ça donne des insights et un soulagement énorme aux accompagnés aussi. De ne pas avoir à choisir, tu vois. Parce que Mm. quand on a de l'hypnose PNListe, hyper cartésienne, qui rejette tout l'aspect magique, tout l'aspect de représentation, dite plus. C'était quoi le mot qu'on m'avait sorti dernièrement? Folklorique. Voilà, mon folklore. Euh, donc, les représentations dites folkloriques, ce sont pour moi des outils. J'utilise les représentations comme étant des outils qui fonctionnent très très bien. Faire un rituel, ça marche. Mhm. Qu'on le fasse en se disant, j'utilise un moyen concret pour que mon corps participe avec mon esprit. L'hypnose, ce n'est pas que l'esprit, hein, pour moi. Autrement, là, on est reparti pour un tour. On n'a que la moitié des outils. J'utilise mon corps, j'utilise mes sensations, j'utilise mes mouvements, j'utilise mes actions pour faire passer les suggestions que je choisis, les représentations que je choisis et aller vers une transformation, vers mon intention. Donc, mon rituel est un outil du champ transitionnel. Comme mes représentations, hein, je vous montre toujours le renard parce qu'il est bien visible là derrière, bah, c'est un outil du champ transitionnel. Mais je peux aussi le voir comme étant une partie de moi qui me relie aussi à l'animal renard, qui ta, 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 ta. Je pourrais aussi partir là-dedans. Mm. Et rien ne m'en empêche, à condition que je choisisse cette représentation-là à un moment donné et que j'ai la liberté de changer. Donc, Reva joue aussi avec ça. Et c'est vraiment important parce qu'on peut y aller à fond à certains moments. Et puis retirer cette représentation pour ne pas repartir avec, ben, avec un quotidien ésotérique qui est extrêmement fatigant et enfermant. Tu vois. Je te prends un exemple. Par exemple, si on fait un travail avec les arbres, j'explique euh, on peut envisager le travail comme étant j'envoie ma question à une surface de projection et en tant qu'objet transitionnel, cette surface va me permettre d'avoir le rebond de ma projection enfin voilà, c'est un travail entre moi et moi qui utilise une surface de projection. L'arbre est là pour incarner un symbole Mhm. d'enracinement, de verticalité et ainsi de suite, mais tout se passe dans ma tête, si tu veux. Mais je peux aussi
prendre la représentation de l'arbre est un être vivant qui est relié par les racines et radicelles, mais aussi les mycéliums des champignons, qui fait partie du grand tout, et ainsi de suite. Et je vais m'adresser à une partie du vivant qui n'est pas moi et me laisser relier avec elle pour avoir des réponses qui sont dans le plus grand que moi. Mhm. Pourquoi j'aurais à choisir? Je fais l'exercice en ouvrant mes croyances, ce qui me met dans une transe plus profonde aussi, hein. Et après, quand je ressors de là, j'ai mes réponses, je remercie, je ferme mon espace d'expérimentation, je replie mon système en gros, hein, Mhm. et je peux reprendre mon positionnement qui me convient. Pour moi, celui qui me convient à moi, c'est le positionnement sceptique. Je ne sais pas si l'arbre a une conscience et s'il m'a envoyé des messages moches, un truc, ou si c'est juste dans ma tête, je m'en fous. J'ai eu mes réponses et je suis contente d'avoir été là avec tout ce qui m'entoure. Je remercie ce qui a travaillé sans savoir très bien de quoi il s'agit. Ok. Ouais, c'est outil très complet, Reva. Que Ouais, ce soit technique, que ce soit posture, que ce soit lien. oui, oui. Et aussi auto-outil, puisque avec les accompagnés, je finis par leur apprendre l'autorêve, Ok. qui est quand même vachement intéressant. On est comme dans l'auto-hypnose, mais avec puis le, la création de rituels, enfin la, le questionnement avec différentes méthodes, et on invente à chaque fois. Ça, c'est important aussi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de carte à mettre sur la table. Et je sais que enfin, les stagiaires réclament toujours des cartes. On veut des protocoles avec des 1, 2, 3. Voilà, on m'a déjà dit, oui, mais est-ce que tu pourrais pas nous donner des exemples de non, vous allez les utiliser comme le 3 bis, tu vois, oui, alors dans ce cas-là, on utilise le 2A parce que tac, 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 avec des critères de... Mais c'est exactement l'inverse de ce que je désire transmettre. C'est s'adapter au plus près de la personne et surtout lui permettre d'aller chercher ce qui lui convient en l'accompagnant, en lui donnant les outils, en lui donnant de la sécurité et en ne prêchant pas pour une représentation ou pour une autre, et en y allant dans la complicité et le jeu. Et la personne va sortir avec les représentations qui lui conviennent, avec les outils qui lui conviennent, et va pouvoir se baser sur des trucs qui ont déjà été testés en séance, mais après aller plus loin. Et j'ai souvent des personnes qui reviennent en disant, ouais, j'ai fait la tâche, hein, mais j'ai pas fait comme on avait dit. J'ai un peu changé. Je dis, ouais, très bien, explique-moi. Bah oui, parce que quand j'ai commencé ceci, j'ai senti que, donc j'ai fait autrement, et finalement c'était super. Mais il me reste quand même un questionnement. Et on repart alors en séance avec ça. Ok. Est-ce qu'on peut repartir sur ce questionnement? Qui a ce questionnement à l'intérieur? Ah ben là, j'ai un gargouillis dans le ventre qui me dit que c'est très bien, mais que ça ne prend pas en compte la digestion. Ok, allez, on repart là-dessus. Donc c'est un questionnement perpétuel sur mesure et ce n'est pas moi qui invente. Moi, je donne l'élan de la créativité. C'est un peu c'est un peu mon rôle général hein, aussi quand je donne des formations pour les hypnos. La plupart des personnes viennent chercher comment on fait pour rester créative et pour oser ouvrir et pour ne pas être collé au protocole en ayant peur de mal faire. Et pour savoir que ce qu'on fait, c'est pas si mal. Moi, j'appelle le suffisamment bon. Voilà. Je reprends la formule des mères suffisamment bonnes. C'était Freud, Mm. je crois, qui avait lâché ce truc-là. Donc voilà, l'hypnose suffisamment bon. Ben, c'est celui qui ne fait pas de grosses conneries qui peuvent blesser et qui donne suffisamment d'ouverture d'espace-temps, d'outils, de sécurité pour que les choses puissent se faire. On peut faire des petites conneries, hein. Moi, j'en fais et je les vois. Je veux dire, l'éclat de rire de trop qui n'a rien à faire là, la petite remarque de Ah ouais, bon, dont on aurait pu se passer, et même parfois la distraction parce que le système surchauffe et que
il y a 2 minutes où on prend un peu de la hauteur et puis on revient en étant plus. Et donc parfois on manque une partie de l'info. Bah oui, mais c'est suffisamment bon pour que la personne puisse, en toute sécurité, en toute liberté, en toute autonomie, en toute autodétermination, en toute inclusivité, en tout consentement, en toute créativité, voilà, j'essaie de mettre tous les mots-clés, dans tout scepticisme aussi, créer ce qui est important pour elle et juste, surtout par rapport à ce qu'elle est ou ce qu'il ou elle est profondément, quoi. Ok, bah merci beaucoup Marie pour tout ça. J'ai regardé vite fait l'heure, ça fait déjà 1h20 qu'on Ah, discute, ok. ça Ah passe ouais. vite. Donc, tu as la formation Reva début juin à Bruxelles. Mhm. J'imagine que tu en auras d'autres. Et puis, il y a surtout les petits ateliers sur hypnose inclusive qui ont commencé, qui sont une fois par mois. Et donc, je vous invite vraiment à aller sur ce groupe, rien que pour vous ouvrir l'esprit, pour vous questionner. Il y aura plein de choses, plein de ressources, comme tu as dit. T'allais dire quelque chose? Oui, et puis j'ai envie de parler de ce stage qui me réjouit Ouais, chaque année, vas-y. donc la traversée avec les chevaux, à laquelle je tiens vraiment beaucoup, donc qui se passe au centre Himala en Lozère, chez Nathalie, chez Nat. Ses 4 chevaux, son chat, son chien, la rivière, la forêt, et c'est une traversée en cheval miroir. Donc, les chevaux utilisent leur potentiel par rapport au fait de voir chez l'humain ou chez le chien ou enfin, dans n'importe quel être, de détecter les signes de quelle humeur, quelle intention on a à l'intérieur, puisque ce sont des proies à la base. Et donc, on peut être en chant transitionnel hyper profond et très très beau avec les chevaux. Et puis, on travaille en rêve éveillé. Il y a des arbres immenses, il y a la rivière, et on emmène un groupe à la découverte de soi pendant 9 jours, avec le rêve éveillé, l'hypnose, le rituel, les chevaux et puis la vie de groupe aussi. Et c'est un stage que j'adore et que je fais chaque année. Donc voilà, c'est en août. Génial. Découverte de soi, par le cheval, par le rêve éveillé. Top. Mm. Ok. T'avais d'autres choses dont tu voulais me parler, que j'aurais oublié dans les questions Non, non, par rapport aux propositions, il y a aussi l'accompagnement artistique, hein, où je fais des workshops pour l'instant uniquement à Bruxelles, mais je fais de l'accompagnement artistique individuel ou à la commande aussi. Mhm. Il y a des ateliers sexpo, des ateliers queer, mais ça c'est à Bruxelles aussi, ou bien à la commande, s'il y a des groupes qui sont intéressés. Mais Ouais, qui voilà. voudraient se former en France ou n'importe où. Si vous êtes Ouais. un certain nombre, n'hésitez pas, j'imagine, à t'écrire. Oui, c'est C'est ça. quoi, c'est quoi le meilleur moyen de te joindre? Le mail. Le mail. Très bien. Mais je mettrai le mail alors dans la description. Donc Merci. merci énormément Marie d'avoir pris ce temps avec nous. Je te remercie aussi. À bientôt. À bientôt. Merci Marie pour ta pédagogie, pour le temps que tu as passé à nous expliquer tout ça. C'était un plaisir de te recevoir sur le podcast. J'ai mis tous les liens dont vous pourriez avoir besoin en dessous dans la description, comment vous pouvez travailler avec Marie, comment vous pouvez la joindre, et j'ai également mis les cours sur l'imaginal et le rêve éveillé de Cyril Champagne dont elle parle dans la vidéo. Travailler avec moi, c'est le site anna-galet.com. Dessus, vous retrouverez pas mal de petites formations comme comment se faire connaître grâce à des séances publiques ou encore le non-verbal dans la séance, comment détecter des émotions rapidement et quoi en faire. Praticiens qui veulent se faire accompagner à développer leur cabinet et à dépasser les freins qu'ils ont à se faire connaître et à être visibles, n'hésitez pas à me contacter sur Messenger ou sur mon site internet. Merci pour votre écoute, je vous souhaite à tous une très bonne journée.